Bonjour à monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, député, monsieur le maire, c'est toujours un grand plaisir de retour à Québec aujourd'hui pour célébrer la première anniversaire du Musée canadien de Moderna à la Maison. Ceci représente fortement la relation étroite que nous avons avec le Canada pour bâtir une usine de fabrication de vaccins à la boule de pointe de la compagnie. La relation que nous avons avec le Québec est pour nous, pour la province, pour la finance canadienne, mais également un instant pour dominer à cette époque. Permettez-moi une question. Les sentiments que je ressens envers votre beau et grand pays revêtant une importance particulière pour votre père, avez choisi de diriger cette année. Ça a été votre expérience. C'est ainsi que mes amis ont terminé un métier. Je poursuis de découvrir notre permettant complètement de parvenir. Ce matin, avec un grand émotion, je adresse mes remerciements. Merci à tous. We really celebrate our Canadian national but today is first and foremost about pandemic preparedness. Moderna's 10 years to partnership with Canada expected to support the pandemic readiness, onshore respiratory vaccine manufacturing capabilities, ensuring local supply of vaccines during pandemic times. While we hope those times will be few and far between, the facility will keep Canada pandemic ready. Alongside providing health security, the facility is also expected to manufacture respiratory vaccines such as influenza and RSV, providing security of supply and keeping the site ready to pivot production if and when needed. We look forward to our continued collaboration with the federal government over the next decade. Finally, Mr. Prime Minister, let me end by expressing my personal thanks and admiration for your exemplary leadership during the pandemic. Thank you, and Mr. Prime Minister, please. Merci Noubar. Je veux aussi saluer Stephen et Patricia de Moderna. Noubar, the conversations we had throughout the pandemic as we got to know each other, as so many people did over Zoom, not just about vaccines and about when you could get more vaccines to Canada, and you were always responsive on that, but mostly about how we make sure we're ensuring health security, not just now, but for the future. How to make sure that Canada once again is able to respond not just to its own needs, but help lead the world at a time of uncertainty and a time of potentially more pandemics in the coming decades. Your connection with Canada from having studied here, from having came here as a child, and your commitment to Canadians and to people around the world made it absolutely wonderful to work with you. But I have to say, for all the conversations we had over the past 2 years, it's great to finally be able to welcome you here and kick off this extraordinary partnership for Canadians in a very, very tangible way. Je suis très heureux d'être ici à Laval aujourd'hui avec François Philippe et avec plusieurs membres de notre équipe libérale. Je veux aussi reconnaître et remercier Stéphane Boyer, le maire de Laval. Stéphane, 1 an aujourd'hui, tu t'es fait élire dans les élections municipales partout au Québec. C'est une belle annonce pour démontrer que tu es en train de livrer pour les Lavallois. Christopher Skeet, ministre québécois délégué à l'économie, plaisir de te voir, plaisir de travailler avec toi. Vous savez, quand le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial peuvent travailler ensemble pour livrer concrètement pas seulement des jobs et de la croissance, mais des ressources et des éléments de sécurité comme les vaccins. C'est une bonne chose pour tout le monde. Je veux saluer tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Je suis heureux d'être au Québec aujourd'hui pour parler de ce qu'on fait pour améliorer la vie des gens. Avec le coût de la vie qui augmente, ça devient difficile pour trop de Canadiens de payer les factures. C'est pour ça que notre gouvernement
continue d'être là pour vous. Pour aider les familles de la classe moyenne et ceux qui ont le plus besoin, on a doublé le crédit d'impôt pour la TPS pendant 6 mois pour 11 millions de foyers. Les paiements, justement, ont commencé à arriver vendredi passé. C'est des centaines de dollars qui ont déjà été ajoutés dans le compte de banque de ceux qui en ont le plus besoin. Et on travaille pour s'assurer que tout le monde puisse se permettre d'envoyer leurs enfants chez le dentiste. On va aussi aider les locataires à faible revenu à payer le loyer avec un paiement supplémentaire de 500 dollars. On est tous en train de travailler pour être là pour les gens dans le court terme pendant qu'on bâtit un long terme plus prospère. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on continue de travailler tous ensemble et j'espère que tous les partis à la Chambre des communes, dont le Parti conservateur, vont décider d'appuyer l'aide aux locataires et l'aide pour les soins dentaires. Pendant la pandémie, on a promis de rétablir notre capacité de produire des vaccins ici au Canada. Déjà, on a complété la construction d'un nouveau centre de production de produits biologiques au Conseil national de recherche Canada, pas très loin d'ici, à Montréal. Et on fait plusieurs investissements avec des compagnies dans le secteur de la biofabrication à travers le pays. En avril, Moderna a annoncé son intention de construire une usine ici au Québec. Et aujourd'hui, on est très heureux d'être rassemblés pour souligner que la construction a commencé ici à Laval. La nouvelle usine de Moderna va pouvoir fabriquer jusqu'à 100 millions de doses de vaccins par année, des vaccins contre la COVID, mais aussi contre la grippe saisonnière et d'autres maladies respiratoires. Nous, et les gens chez Moderna, on s'est parlé souvent depuis le début de la pandémie. On a toujours bien travaillé ensemble, donc je suis très heureux de pouvoir poursuivre cette collaboration pour créer des bons emplois ici au Canada et surtout pour garder les gens en santé. Et pendant que je suis ici ce matin, je veux en profiter pour encourager tous les Canadiens de rester à jour avec votre vaccination contre la COVID et d'aller chercher vos doses de rappel si vous êtes éligible. It's important for everyone, with winter coming, with people headed back indoors, to stay up to date in your vaccinations, including getting boosted as soon as you're eligible. There's still a lot of virus going around. Do it to protect your health and to protect our health workers who are so busy on the front lines being the heroes we need them to be. Being able to make vaccines here in Canada is part of our government's plan to keep people safe and to create good jobs for Canadians. Moderna will also invest in research and development here in Canada, which will help us continue to expand our life sciences sector. This is what we mean when we say that we're working to attract investments and working to make our country more competitive. Canada is an attractive place for companies like Moderna to invest and innovate, and we're going to continue making sure that the whole world knows this. Créer des centaines de bons emplois tout en protégeant la santé de nos communautés, c'est ça, bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. Quand une compagnie comme Moderna s'installe au Canada, on rend notre secteur des biotechnologies encore plus dynamique et on développe le talent d'ici. En parlant du talent d'ici, aujourd'hui, je veux justement m'adresser aux jeunes et aux étudiants. Je sais que la pandémie a été difficile pour vous, que vous soyez au début de votre carrière ou encore à l'école. Vous voulez faire votre part pour bâtir un monde meilleur. Alors plus que jamais, dans notre vision pour bâtir une économie résiliente, on a besoin de votre aide en tant que chercheurs, ingénieurs, innovateurs. Et c'est pour ça que dans l'énoncé économique de l'automne, on annonce qu'on élimine les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants de manière permanente. Notre gouvernement met tout en œuvre pour que les jeunes, les étudiants, les scientifiques, vous puissiez réaliser vos rêves et bâtir une carrière ici chez nous, tout en faisant une vraie différence pour nos communautés. L'usine de Moderna qui est en construction, c'est un grand pas dans la bonne direction. Mais il ne faut pas oublier non plus que si on peut créer cette usine ici, si on peut commencer la construction au mois d'octobre, en novembre, quand on a un hiver montréalais qui s'en vient, c'est parce qu'on a aussi des travailleurs de construction
du meilleur niveau dans le monde. Et je veux souligner tous les travailleurs qu'on a rencontrés ici aujourd'hui qui font ce travail pour bâtir le Canada qu'on vit à tous les jours. Merci, vous, messieurs et madame, pour votre travail. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir passer la parole à mon ami, à quelqu'un qui est toujours en train de travailler fort pour amener des bons emplois pour le Canada, François-Philippe Champagne. François-Philippe. Bon matin tout le monde, vous allez bien? Oui, écoutez, avec un soleil resplendissant comme ça, on a de quoi être fier, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit. Vous savez, cette grande usine-là, on l'a imaginée, on l'a négociée, et maintenant on va la réaliser ensemble. Alors pour moi, et j'allais dire toute l'équipe, c'est un grand moment aujourd'hui. Je regarde plusieurs sourires de gens qui ont contribué au cours des mois et des années, j'allais dire, pour développer ce projet-là, comme le Premier ministre le disait, qui va nous permettre d'assurer la santé et sécurité des Canadiens. Alors, Monsieur le Premier ministre, toujours un plaisir d'être avec vous pour annoncer des projets stimulants à travers le pays avec nos partenaires. Et je me rappelle, Monsieur le Premier ministre, que vous aviez fait une promesse solennelle aux Canadiens, aux Canadiennes lors de la COVID-19, c'était d'assurer leur santé et sécurité. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, c'est un autre exemple d'une promesse qui se concrétise avec la fabrication de l'usine de Moderna. Merci, Monsieur le Premier ministre, de votre leadership. Merci de votre vision. Et merci aussi de nous avoir appuyés à chaque étape parce que c'était une nouvelle façon de faire de l'approvisionnement stratégique. Et à chaque moment, moi, je le sais, vous avez été derrière nous pour dire allons-y. Puis aujourd'hui, on voit le fruit du travail et de votre leadership. Je voudrais saluer le ministre Skeet, Monsieur le ministre responsable de la région de Laval, ministre délégué à l'économie, j'ai l'impression qu'on va se voir souvent, mais je peux dire qu'une annonce comme celle-là, ça commence quand même bien un mandat. Alors, toute une annonce aujourd'hui avec vous, content d'être avec vous ici. Et je sais que vous avez plusieurs de vos collègues qui ont été élus ici dans la région de Laval. Ils sont tous là, les collègues qui ont été élus dans la région de Laval. Alors, mesdames, bienvenue avec nous. Je pense que c'est un grand moment aujourd'hui pour toute la communauté. Monsieur le maire Boyer, vous êtes là. Je me rappelle d'un appel qu'on a fait, vous et moi, ensemble, alors qu'on se réjouissait de cet investissement qui va faire de Laval le fer de lance. Dans le fond, Laval va être aux premières loges de l'avenir des vaccins et ça se passe chez vous, Monsieur le maire. Alors, à un an, comme le disait le Premier ministre, quel plus beau cadeau que de dire aux Lavallois et Lavalloises que vous allez être au centre de l'évolution des vaccins. Alors, merci d'être avec nous puis d'avoir été un partenaire de choix. Les gens sur le chantier, les travailleurs nous disaient que du moment qu'on a eu l'idée, vous avez émis les permis rapidement, ce qui nous permet évidemment de lancer la construction. Alors, merci à vous. Je veux saluer aussi mes collègues du caucus de Laval, Annie Koutrakis qui est avec nous. Annie, on est dans ton comté finalement, alors c'est un grand moment. Faisal Alkouri, Yves Robillard, Angelo Iacono. Je veux vous remercier, chers collègues, pour votre leadership. Votre leadership à chaque étape, votre appui tout au long du processus de sélection qui a mené finalement à la sélection de Laval pour cet investissement stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez de quoi être fiers parce que vous avez contribué de façon tangible à mettre Laval au cœur de la recherche des vaccins pour les décennies à venir. Je voudrais maintenant saluer l'équipe de Moderna parce que vous savez, sans Moderna, on ne serait pas ici aujourd'hui. Noubar El-Fayyan, merci d'avoir appuyé dès le départ notre vision de faire du Canada un emplacement de choix pour les sciences de la vie. Vous avez choisi le Canada comme terre d'accueil en 1975, ou je dirais vos parents ont choisi en 1975 le Canada. Vous avez choisi McGill pour vos études et maintenant vous choisissez Laval et la grande région de Montréal pour l'avenir des vaccins. Je dois vous dire du fond du cœur au nom des Canadiens et Canadiennes un grand merci de nous avoir choisis à plusieurs reprises dans votre vie. On voit le fruit de ça aujourd'hui. Stephen, which is the president and head of the R&D at Moderna, I must say I caused you a lot of work since I first called Stéphane Bancel, and I still have the date, the 2nd of February 2021 at 1836. Since then, you've been working hard to transform the vision into reality, and I just want to say thank you because without you, I don't think we could be here today because this is already about research and development, this is about the future. Et finalement, Patricia Gauthier, qui est la PDG de Moderna Canada. Madame Gauthier, en m'en venant ici ce matin, je cherchais mes mots. Et le seul mot qui m'est venu à l'esprit, c'est merci.
Merci parce que vous avez été l'architecte de ce grand projet. Vous avez été de toutes les discussions et vous avez été la voix du Canada au sein de Moderna. Alors, au nom de tout le monde, je vous dis un grand merci parce qu'il y a une grande partie du site derrière vous qui est grâce à vous, Mme Gauthier, puis je vous remercie. Puis je pense que vous méritez une main d'applaudissement. Un jour, dans un livre, on pourra tout écrire ça, mais vous avez contribué largement. Puis finalement, le premier ministre le disait, je voudrais en profiter pour remercier les travailleurs et les travailleuses de la construction. C'est vraiment grâce à votre talent, votre expertise et votre savoir-faire qu'on est capable de réaliser des grands projets comme ceux-là. Donc, merci à tous les travailleurs. Le premier ministre le disait. Vous savez, pour attirer des investissements stratégiques comme ceux-là, ça prend des hommes et des femmes qui vont les réaliser. Et vous êtes évidemment en première loge. Ce que j'aime avec l'annonce d'aujourd'hui, vous comprendrez, c'est qu'on passe de la vision à l'action avec cette première pelletée de terre de l'usine de Moderna qui va être construite ici. Et c'est aussi le début d'un grand écosystème. On en parlait avec le premier ministre. C'est non seulement Moderna, mais c'est tout ce qui va se greffer autour, qui va faire de Laval, qui va faire de Montréal un chef de file mondial dans le domaine des vaccins. On s'entend tous, nous n'avons pas choisi le moment de la pandémie du COVID-19, bien évidemment. C'est bien évident que nous ne choisirons pas non plus le moment de la prochaine pandémie si jamais il y en avait une. Mais il y a une chose que nous pouvons choisir, c'est d'être mieux préparés, d'être plus résilients, et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec cette annonce importante. Laval et la grande région de Montréal sera au cœur de l'avenir des vaccins ARN messagers qui pourra nous aider à sauver des vies et évidemment à développer la prochaine génération de vaccins. Ce qui est formidable, mesdames et messieurs, en plus de ce que vous voyez derrière nous, c'est qu'en plus de la fabrication des vaccins ARN messagers ici au Canada, et même, je dirais même à Laval, c'est que Moderna va aussi investir des millions en recherche et développement et faire des tests cliniques ici chez nous. C'est donc tout l'écosystème de recherche de la grande région de Montréal, puis on le voit présentement avec un partenariat stratégique avec l'Université de McGill, qui va bénéficier directement de cet investissement de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, en plus de la bâtisse, ce qu'on est en train de bâtir ici, mesdames et messieurs, c'est les talents de l'avenir. C'est qu'on va continuer de bâtir parce qu'on va avoir les talents qui vont venir chez nous et les universités qui vont contribuer évidemment au rayonnement. With the strategic investment, we are leading. That's the key word. We are leading. We are strengthening our biomanufacturing and life science sector. We are bringing more well-paying jobs to Canada, and we're ensuring that we'll be ready to face other health crises with the solutions that we have right here at home. Je dirais en terminant, pour les gens qui nous regardent à la maison, vous savez, les Canadiens et les Québécois sont tout à fait en droit de se demander si nous sommes mieux préparés aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Avec un secteur des sciences de la vie en plein essor, la mise en chantier de l'usine de Moderna aujourd'hui, qui pourra produire, comme le premier ministre le disait, plus de 100 millions de vaccins. Et il faut se rappeler, mesdames et messieurs, quand on a commencé la pandémie, on importait 85 des vaccins. Maintenant, avec l'usine de Moderna, on pourra produire plus de 100 millions. La réponse, mesdames et messieurs, est retentissante. Oui, nous sommes mieux préparés, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. Alors, en terminant, je dirais, saisissons l'opportunité pour être plus résilients, continuons d'être ambitieux et continuons de faire du Québec et du Canada un endroit de choix pour les sciences de la vie, car le futur des vaccins, ça se passe ici, chez nous, au Canada. Avec ça, maintenant, j'aimerais passer la parole à mon nouveau collègue, le ministre responsable de la région de Laval, ministre délégué de l'Économie du Québec. Monsieur Skeet, la parole est à vous. Monsieur le ministre. C'est vrai qu'il vente. Alors, j'ai apporté mon iPad, mais le désavantage, c'est qu'il faut le débarrer. Donnez-moi quelques secondes. Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Laval. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir ici avec mon collègue le maire de Laval aussi et mes autres collègues de l'Assemblée nationale et mes collègues fédéraux. On vous reçoit avec les bras ouverts. Ministre Champagne, à mon tour aussi de dire que j'ai très hâte de continuer à travailler avec vous sur les différents dossiers qu'on aura à partager ensemble. Et vous avez raison, ce qu'on voit aussi ici aujourd'hui, c'est la concrétisation de beaucoup de travail. Et juste pour que les gens sachent qu'est-ce que ça prend pour faire atterrir un projet comme ça prend énormément de ténacité et énormément de travail. Ça prend la vision d'un entrepreneur qui, lui, décide qu'il veut transformer la biopharma à jamais. Et ça prend quelqu'un qui décide d'étudier
dans les sciences pour justement arriver à cette fin. Ça prend aussi un sentiment d'appartenance au Québec, au Canada et à Laval pour décider de venir s'établir ici à Laval. Alors, il ne faut jamais sous-estimer le grand travail de nos entrepreneurs, nos visionnaires et aussi nos scientifiques qui se tuent à tous les jours pour nous donner la santé. Ça prend aussi un gouvernement, des politiciens, oui, dans ces temps cyniques, ça prend des politiciens pour attacher les choses. Que ce soit mon collègue ministre Fitzgibbon qui, lui, a travaillé des longues nuits, des longues soirées avec le ministre Champagne sur le dossier pour faire atterrir cette collaboration-là qu'on connaît tant au niveau fédéral, provincial et municipal. Ça prend des gens qui sont prêts à travailler pour les citoyens. Parce qu'en bout de ligne, que ce soit le provincial, le fédéral ou le municipal, mais on représente tous les mêmes citoyens. Et ils sont en droit, d'exiger qu'on travaille ensemble justement pour faire atterrir ces grands projets. Alors, tout ça m'amène à dire que c'est avec une grande fébrilité que je reçois ici mes collègues pour cette pelletée de terre qui va transformer la région de Laval. La région de Laval, où ce qu'on se trouve ici sur les terrains de l'INRS, a été aussi vendu à un autre partenaire important dans ce projet-là qui dit on veut recevoir tous ces gens-là qui vont contribuer à la biotech québécoise pour relancer ce secteur-ci à Laval. Et avec la vision de notre maire, M. Boyer, qui lui a challengé, on va le dire comme ça, son équipe pour émettre les permis, pour donner le feu vert, pour être sûr que tout ça peut être atterri ici, c'est vraiment quelque chose non négligeable de faire bouger nos machines respectives pour faire aboutir un projet qui ne cadre pas toujours dans les normes. C'est un pas de géant qu'on reçoit ici, cette usine de vaccination, parce qu'on l'a dit tantôt, mais ça vaut la peine de le répéter. Durant la pandémie, on s'est retrouvé à être craintif par rapport à notre approvisionnement des vaccins. Il y a eu des moments où on se disait d'où vont venir ces vaccins parce que notre capacité de production locale n'était pas à l'auteur du défi et des besoins qu'on avait au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, mais on est plus sécure. On va avoir une meilleure santé et on va être prêt à affronter l'avenir ensemble en matière de maladies qui pourront nous affecter. D'autant plus cette production locale qui sera effectuée à Laval va nous permettre d'accroître notre autonomie en général par rapport à ces vaccins-là et l'approvisionnement mondial. Mais non seulement ça, des opportunités de développer ici. C'est ça aussi, cette usine de Moderna. C'est le génie et le savoir-faire canadien et québécois qui se met à contribution pour la planète entière. Donc, c'est une super belle occasion et une super bonne nouvelle qu'on voit ici le développement de cette belle entreprise et son épanouissement ici, dans ma belle région de Laval. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le maire de Laval qui, lui aussi, dans cette chaîne de gens talentueux qui ont contribué à faire atterrir ce beau projet, a fait sa part et a livré la marchandise. Je vous présente le maire de la ville de Laval, M. Stéphane Boyer. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si on est ici, c'est surtout le fruit d'un beau travail d'équipe. Vous savez, faire des projets qui impliquent le fédéral, le provincial, le municipal, le privé ensemble, c'est beaucoup de ministères, c'est beaucoup de gens qui doivent se coordonner. Et j'ai envie de dire mission accomplie. Je parlais à M. Huggs tout à l'heure. Moderna a plusieurs projets dans le monde. J'espère que je ne vends pas de punch, mais c'est le projet qui me disait être le plus avancé dans le monde. Donc, on peut être fier, je crois, du travail qui est accompli ici aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu de contexte, Moderna s'installe ici dans la cité de la biotech de Laval. C'est un quartier dévoué à l'innovation qui existe depuis fort longtemps. Mais on a annoncé cette année une phase d'un agrandissement. Donc, c'est le premier projet de cette vision d'agrandir la Cité de la biotechnologie. La Cité de la biotechnologie accueille plus de 100 entreprises dans les sciences de la vie. Il y a plus de 5000 personnes qui y travaillent. Et c'est aussi le site du CQIB, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie, un des plus vieux incubateurs dans le domaine au monde, qui a accueilli des dizaines et dizaines d'entreprises qui ont reçu pour plus d'1 demi-milliard en investissement privé. Bref, Laval, c'est un terreau fertile pour l'innovation, dont dans les sciences de la vie.
Il y a d'ailleurs également un projet juste au nord de zone d'innovation qu'on appelle le Carré Laval, un terrain, on a 4 millions de pieds carrés à la municipalité où on veut créer un tout nouveau quartier axé sur l'innovation, où on espère avoir des lieux d'enseignement, des entreprises innovantes, mais aussi des lieux de vie, des gens qui vont y habiter. Donc tout ça pour dire que pour moi aujourd'hui, Moderna, l'arrivée de Moderna, c'est de l'amorce de cette phase 2 d'agrandissement, mais c'est aussi surtout symboliquement, je crois, le reflet du dynamisme de la région lavalloise. Laval est une ville en forte croissance qui se développe rapidement. On a beaucoup de grands projets très stimulants pour les citoyens. Puis je suis surtout fier comme maire que notre ville puisse accueillir l'avenir des vaccins, l'avenir de la médecine, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un projet de développement économique, comme le premier ministre l'a mentionné, c'est aussi une façon de sécuriser la santé des Canadiens et des Canadiennes pour les décennies à venir. C'est un rempart contre de futures pandémies, et ça, c'est extrêmement important. Alors, sans plus tarder, en fait, avant de passer la parole à mon collègue Stéphane Hogg, j'aimerais remercier les équipes. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le projet, que ce soit les équipes de Moderna, que ce soit les gens qui travaillent sur le chantier, que ce soit les employés à la ville. Il y en a plusieurs ici dans la salle. Je sais que je vous ai demandé de travailler à vitesse accélérée. On a battu des records pour analyser les dossiers, les plans. Mais aujourd'hui, ça porte fruit. Alors, merci de votre belle collaboration. Et sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane Hogg, président de Moderna. Il y a beaucoup de Stéphane inclus dans ce projet-là. Stéphane Hogg, Stéphane Marcel. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci, and thank you. It is a privilege to share the stage with all of you today. Prime Minister, thank you for having us here. Minister Champagne, thank you for the kind words and the challenge of future R&D. We will absolutely live up to it. Mr. Skeet and Mr. Lemire, it's a privilege to share this stage with all of you. We are incredibly excited to be building this home here in Canada. It is in no small part thanks to the leadership of the leaders you just saw here that we feel this is a home for us for the long term. Now, you've already heard from all of them about what we will be building behind us. The factory will be able to create 100 million doses of vaccines in the face of a pandemic. And that will establish Canada not just as a leader for its own domestic security in the face of pandemic threats, but actually a global leader in bringing solutions to other countries as a potential pandemic solution in the future. But that's not what I want to talk about today. As the leader of research and development at Moderna, it's actually one of the most exciting moments for me is thinking about what it will mean to invest in R&D in Canada. We've had long-standing collaborations with some of the leading academic institutions here, McGill and University of Toronto, among others. And what you may not know is that while we are known as a COVID vaccine company right now, we actually have 8 other medicines in clinical trials in Canada as we speak, ranging from other respiratory viruses, as you've heard about, to other viruses that cause cancer or long-term disease, and even rare metabolic diseases or diseases that impact those who are born with genetic defect. And soon, we hope to bring forward medicines against cancer, which are being developed in other countries, into Canada as well. In fact, it is that broader investment in an R&D community here in Canada that has us most excited about today as a milestone and what comes in the many years ahead. So thank you all. Thank you to all of our leaders who've been associated in pulling us in here. I'd now like to introduce you to the person who's going to lead our effort in Canada, Patricia Gauthier, who is our Managing Director and President for Moderna Canada. Patricia. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Monsieur le maire, Stephen, Noubar, thank you so much for coming today. En novembre, Moderna fait ses 2 ans de présence au Canada. 2 ans. Au cours de cette période, on a été principalement focalisé sur la lutte contre la pandémie, en veillant à l'approvisionnement des Canadiens en vaccins essentiels qui avaient été élaborés à la base de notre technologie d'ARN messager. En plus de ça, on a créé un partenariat avec le gouvernement fédéral, un partenariat long terme pour la sécurité des Canadiens et pour pouvoir commencer à fabriquer des vaccins ici au Canada. Nous avons avancé très rapidement et très efficacement. Ce que nous avons accompli en si peu de temps avec tous nos partenaires, plusieurs ici aujourd'hui, est vraiment incroyable, considérant que l'été dernier, on était seulement 5 employés au Canada. On va terminer l'année cette année avec environ une 30aine d'employés et beaucoup plus à venir.
On est impatient de puiser dans le bassin de talents scientifiques de la région du Grand Montréal pour pouvoir à des emplois qui sont hautement qualifiés que nous allons créer avec ce centre de production. En tant que Canadienne et fière Québécoise, je tiens vraiment à ce que nous contribuions à l'écosystème des sciences de la vie pour que ce soit un écosystème qui soit très fort et performant et pour qu'on puisse continuer à bâtir sur ce que Steven vous a partagé il y a quelques minutes. La pandémie nous a montré que la collaboration entre les partenaires privés, publics et tous les niveaux du gouvernement peut vraiment produire des résultats rapides et significatifs. Quand on pense à ce qu'on a été capable de construire ici en 2 ans, on peut seulement imaginer ce qu'on va pouvoir continuer à construire ensemble ici dans l'avenir. Donc, j'aimerais remercier tout le monde d'aujourd'hui pour votre présence, tous nos partenaires qui ont fait de ce projet une réalité. On bouge vite chez Moderna, il y a juste une vitesse, c'est une vitesse grand V et c'est incroyable de pouvoir aujourd'hui commencer à mettre la fondation pour notre usine avant que l'hiver arrive pour qu'on puisse avoir une usine en 2024. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On va commencer la période de questions, starting with CP, Canadian Press. Hi there. Morgan Lowry, Canadian Press. Ontario Premier Doug Ford said that if you want to do something about the preemptive use of the notwithstanding clause, you need to sit down with the premiers and talk about reopening the Constitution. Even though Ford has decided to repeal his use of it to deal with the Union of Public Employees, would you be open to doing that to get ready for the next time? Canadians are facing challenges around the rising cost of living. People are worried about climate change. People want to know that there are going to be good jobs for them now and into the future. People want to know that we're preparing for possible future pandemics. These are the things that are top of mind for Canadians, not reopening the Constitution. Our focus is on being there to support Canadians now. Our focus is on building good jobs for the future. And our focus will always be standing up for people's fundamental rights. The proactive use of the notwithstanding clause suspends people's fundamental rights and freedoms. I think all Canadians know how important it is to protect those fundamental rights and freedoms, and this government will never back down from standing up for people's rights and freedoms. And if premiers across the country want to avoid the kind of disruption that we've seen in Ontario over these past few days, the answer is simple. Just don't use the notwithstanding clause proactively. En français. Les Canadiens sont préoccupés par le prix de l'épicerie, sont préoccupés par l'impact des changements climatiques. Ils regardent la guerre en Ukraine, ils regardent les défis au niveau des jobs de l'avenir, de la prospérité qu'on est en train de bâtir. Ils ne veulent pas qu'on perde notre attention, notre énergie à rouvrir des débats constitutionnels. L'utilisation proactive, préventive de la clause dérogatoire, de la clause non-obstant, suspend les droits et libertés fondamentaux des Canadiens. Tout le monde, tous les Canadiens savent à quel point c'est important de défendre leurs droits et libertés. C'est pour ça qu'on voit la réaction des gens à travers le pays quand les gens utilisent la clause non-obstant. J'ai été très clair partout au pays quand ça a été utilisé. On ne devrait pas utiliser la clause non-obstant de façon préventive et je vais continuer de le dire parce que nous sommes le gouvernement qui va toujours être là pour défendre les droits et libertés de tous les Canadiens. Following up. Yes, in April of last year, you said you were committed to increasing health transfers to the provinces for
for health care, but that the decision about how much and how to do it would wait until we're through the worst of the COVID-19 crisis. We now seem to be through the worst of the crisis, but hospitals and the healthcare system are crumpling under the weight of the last 2 years, and doctors and nurses are begging for help. So what exactly are you waiting for? We have been engaged in conversations with health ministers, and indeed I've spoken directly with premiers across the country about, yes, the fact that we are committed as a federal government to investing significantly more in our healthcare system. But as the president of the Canadian Medical Association said this summer, there's no point just putting more money into a broken system. We need to improve the results delivered for Canadians. We need to make sure that people can have access to a family doctor, that they have access to mental health services, as we're all dealing with challenges left over by the pandemic that go beyond physical health. People need to know that emergency rooms are going to be able to be there for their kids as we're struggling with the latest respiratory challenges in hospitals across the country. We need to deliver results for Canadians with our healthcare systems across the country. That is the conversation that's being kicked off right now amongst health ministers as they gather tomorrow. And it's one that the federal government is an active part of. So yes, we will be there with more money. But we need to make sure that more investments in healthcare ends up supporting the folks on the front lines, the nurses and doctors delivering that healthcare to Canadians, and ensures that Canadians feel the results of improvements in our healthcare system. That's what we've been pushing on from the beginning, and that's what we will continue to discuss with the provinces. Prochaine question. Oui, bonjour, M. Trudeau. Maintenant que la construction de l'usine avance, est-ce que vous ne serait pas temps aussi de savoir de quelle façon le gouvernement va épauler l'entreprise, combien de vaccins vont être achetés, est-ce que ce sera uniquement de la COVID? Savoir un peu financièrement de quelle façon le gouvernement soutient Moderna. Je ne veux pas aller dans trop de détails commerciaux, mais je peux vous dire que le Canada, avec cette entente avec Moderna, est en train d'assurer l'approvisionnement de vaccins pour les Canadiens pour les décennies à venir, pour plusieurs différents types de vaccins et d'utilisation de vaccins. On est en train de se commettre à acheter les vaccins qu'on achète de toute façon à chaque année. On va pouvoir les acheter d'une compagnie qui va les produire ici au Canada et qui va être capable d'en produire pour le monde aussi en cas de besoin. C'est un investissement, oui, dans la sécurité de nos systèmes de santé pour les Canadiens, mais c'est aussi un investissement dans un écosystème de recherche, de production, de biopharmaceutiques qui va livrer pour les Canadiens des bons emplois et de la sécurité santé, au niveau de la santé pour les années à venir. On est très content de pouvoir faire cette annonce aujourd'hui. C'est un peu le même genre d'explication qu'on entend depuis le début de l'annonce, mais est-ce que c'est 25 %? Est-ce que c'est la moitié de la production? Pouvez-vous un peu quantifier de savoir, une entreprise vient s'établir ici pour produire des vaccins, quelle quantité on va en acheter? Je suis très content de pouvoir partager le podium avec François-Philippe Champagne qui en connaît un peu plus sur les détails spécifiques et surtout ce qu'on peut dire en public et ce qu'on ne peut pas dire en public. Merci, M. le Premier ministre. M. Arsenault, toujours un plaisir. Vous étiez de la dernière annonce, je vous reconnais. Donc, effectivement, je pense que le Premier ministre explique, c'est que ce qu'on a décidé de faire avec Moderna, c'est de l'approvisionnement stratégique. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est Moderna qui construit l'usine, c'est Moderna qui va opérer l'usine. La grande différence qu'on a faite cette fois-là, c'est que, comme le Premier ministre disait, nous, on s'engage à acheter un certain nombre de vaccins. Vous savez, quand on a commencé la production, ce qu'on appelle de mise en fiole, le fill and finish, au Canada, au départ, on était à peu près à 30 millions. Là, on est rendu à 610 millions. Ce qu'on fait avec Moderna, ça va nous donner la capacité d'amener 100 millions de vaccins supplémentaires en temps de pandémie. Comme on l'a dit dès le départ, c'est un investissement de la part de Moderna. L'engagement du gouvernement du Canada, c'est évidemment d'acheter ces vaccins-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, quand on l'a annoncé à l'Université McGill, vous vous rappellerez la dernière fois, c'est que non seulement on a sécurisé l'approvisionnement domestique, parce que
faut savoir qu'aujourd'hui, Laval va être aux premières loges de la fabrication de vaccins. Mais ce qu'on s'est assuré, puis vous avez Stephen qui est avec nous, c'est qu'on a des centaines de millions qui vont être investis ici au Canada, en grande partie à Montréal, dans la recherche et développement, des nouveaux vaccins. Parce qu'on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Vous l'avez entendu. Ce qu'on regarde, c'est des vaccins pour les maladies respiratoires, éventuellement même le cancer. Donc, l'investissement du gouvernement du Canada, c'est d'acheter ces vaccins-là, de supporter l'entreprise. Mais ce que vous voyez dernière mois, les machines, la construction, ça, c'est un investissement de la part de Moderna. Prochaine question. Bonjour, Daniel Cadieux, Radio-Canada pour M. Trudeau. Une question en lien avec la santé. Lors de la campagne, vous aviez promis 9 milliards supplémentaires en santé, notamment pour l'embauche de médecins et d'infirmières également. Au vu de la situation actuelle, comptez-vous bonifier cette offre et donner plus de latitude aux provinces? On sait que ça prend plus d'investissement dans notre système de santé et comme j'ai dit, le gouvernement fédéral est là pour faire plus d'investissement dans notre système de santé. Mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas juste de l'argent que ça prend, c'est des transformations de notre système de santé, c'est des améliorations des résultats qu'on livre pour les citoyens. Et c'est pour ça d'ailleurs que les ministres de la Santé sont en train de se rassembler, y compris avec le ministre de la Santé fédéral, pour parler directement de ce qu'on peut faire. Oui, le gouvernement fédéral va être là avec plus d'argent, on le sait que c'est nécessaire, mais on veut aussi s'assurer que les Canadiens et que nos travailleurs dans nos systèmes de santé reçoivent les bénéfices de ces investissements pour livrer de meilleurs systèmes de santé à travers le pays. C'est exactement ce qu'on est en train de travailler avec eux maintenant. Puis en lien avec le chemin Roxham, le Québec pourrait accueillir jusqu'à 40 000 demandeurs d'asile d'ici la fin de l'année. Quelles mesures le gouvernement fédéral peut prendre pour les aider justement durant l'hiver? Puis est-ce qu'il va y avoir une limite en termes de demandeurs d'asile qu'on peut accueillir? Tout d'abord, le Canada va continuer d'être un endroit accueillant, mais un endroit où on s'assure qu'on a les ressources pour recevoir ces gens-là. C'est pour ça qu'on envoie de l'argent au Québec pour pouvoir aider avec les défis posés par ces passages au chemin Roxham. Mais c'est aussi pour ça qu'on est en train de continuer d'investir dans notre système d'immigration, tout en renégociant l'entente sur les tiers parties sûres avec les Américains. On sait que tout ça doit aller en même temps parce que l'immigration est une source de croissance économique et de pouvoir contrer la pénurie de main-d'œuvre. Mais on va continuer de travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour s'assurer que ça sera fait de la bonne façon. Merci. Next question. Hi, Mr. Trudeau. Just because you said that Mr. Champagne knows the details, I'm going to ask a question to him and also to Mr. Hogue, if you both want to go to the podium. You appreciate it. I have to ask him before. So, Mr. Champagne, can you just explain what financial aid Moderna is getting to build this and how many employees it's going to employ here? First, yeah. So what we're doing with this one, and I think the Prime Minister said that this is about strategic procurement. So when we started the discussion with the CEO, Stéphane Bancel, you will recall, about a year and a half ago, we were looking at saying, we started from the premise that we wanted to increase our resiliency. We knew that the Prime Minister had asked us to ensure the health and safety of Canadians. And what we're looking at, we knew that from years to years, we were buying billions of vaccines in Canada for different type of diseases that you need to use vaccines. So when we transformed the model is to do strategic procurement. In a sense that where we sat down with Moderna, we said, you're going to build the facility, you're going to operate the facility, and what the government of Canada will do is to buy a certain number of vaccines. And in addition to that, in our commitment, which you know the length of the agreement is over 7 years, we said we want you to invest hundreds of millions in R&D. And what Stephen was explaining to you is that at the time we knew that by the time the facility would be built, COVID-19 would largely be behind us. But where we're investing today, and that's why it's so crucial, is that Canada is leading, because now they're investing in about a platform of 30 vaccines, including cancer vaccines that could really target certain type of cancer. So that's really looking forward. So the deal is very simple. They build a facility, they operate the facility, and we committed to buy a number of vaccines.
which we already historically have always bought vaccines. So for us, I think for Canadians, this is a win-win situation. You get manufacturing in country, we invest in the future, they're going to build the R&D in Canada, and we'll continue to have a steady purchasing of vaccines. And part of the reason we wanted to onshore that production in Canada so that whatever comes next would be better prepared. And number of jobs, I mean, you should give thumbs up to the guys who have the ad because there are going to be hundreds of them during construction. We expect the facility to be completed by 2024, thereabout. Looking at Patricia, if she's nodding, she is. And then I think if you look at the facility, it's going to move over time. They already start recruiting, but the good news for students and people here in Montreal, this is probably more than 200 people will be employed in the facility and probably progressing as we develop new vaccines with the company. And the financial investment by Ottawa? Well, it's very simple. Like I said, we're not contributing. So to be very clear, let me be crystal clear. We're not investing in the CapEx and OpEx of the facility. What we're doing as the Government of Canada is a replacement in the sense that we already buy vaccines, and what we have committed with Moderna is that as long as you produce here, as long as you have a steady, ready facility to face any crisis, any pandemic, we're going to commit to you to buy a certain number of vaccines every year. And in addition to that, we got R&D investment. So that's basically the broad outline of the agreement we reached with Moderna. Mr. Hogue, I just wanted... Please. Just two quick questions for you. One, why did you choose Quebec, other than the obvious wind power potential here? And also, I just want to know a little bit more about those cancer vaccines. When could we possibly see a vaccine for certain types of cancer? Yeah, of course. So you highlighted the wind power, but actually part of it was we have a strong commitment to ESG, to green manufacturing at Moderna. And so many of the things that we wanted to do when we were looking at sites had to do an intersection of a range of different things. Was there a regulatory community around it that was committed to the same sorts of things that we valued in terms of a green facility? The second was you have to have access to talent. And Quebec, actually many different places in Canada, but Quebec does clearly, through the universities in Montreal, have an incredible talent base, both science and engineering, as well as manufacturing. And that's essential for us because while you were asking a question about the number of jobs that we will have here, and we will have a large number of jobs at this facility, we need an entire ecosystem of support around that. Many, many companies support every one of our facilities, and they support that with technical capabilities, they support that with logistical support. All of that needs to be robust. And what we found in Quebec, and particularly here in Laval, was an opportunity to bring all of those things together. An incredible workforce, a strong regulatory environment, and then a government that really shares our values, what we're trying to do. Now, as to the pipeline, thank you for the question on cancer vaccines, but I do want to make clear, we have far more than just cancer vaccines. In fact, there's 43 different medicines that we have in clinical or preclinical trials right now. And as we look to partner with the government in addressing the public health challenges that you all face in Canada, our goal is to make sure that our vaccines actually decrease costs, that they work and they provide protection. In fact, that's really what a vaccine is. And so we're hoping not just with COVID vaccines and flu vaccines and RSV vaccines, all in clinical trials, but combinations of those and other respiratory pathogens, that we'll partner in a long-term solution here, which is improving the health of Canadians, but also decreasing costs that your governments face in managing those. And of course, there's cancer. And then cancer is something that we're all at some way or another, unfortunately, touched by in our lives. Huge unmet need. There's incredible potential in our technology in cancer. We are looking forward to data in the coming month from some ongoing clinical trials we've had ongoing for several years, showing, we hope, that our vaccines can teach your immune system to attack your cancer and hopefully even treat and cure it. Those are early stage studies, and we'll have that data, as I said, shortly. But if that works, we do believe that we can use that technology more broadly, not just against skin cancers where we're currently testing it, but all forms of cancers, and something we'd hope to bring forward very quickly. What's really magical about this, and what's going to be magical about the facility behind me, is our technology, what we do, it's the same basic pieces, messenger RNA and delivery technology, for all of those medicines, whether it's from personalized cancer to all the different respiratory viruses. And what this facility will allow us to do will be to address many of those health challenges for today, but in the decades to come.
Next question. Good morning. Mike Armstrong, Global News. Just a question related to some reporting coming out this morning from some of my colleagues. Global News has learned from sources that you were warned earlier this year by Canadian intelligence that China is allegedly targeting Canada with a campaign of foreign interference, including allegedly funding at least 11 candidates in the 2019 federal election. Experts, including the National Security and Intelligence Committee of Parliaments, say our country's espionage and counter-interference laws desperately need to be overhauled. Why has your government not strengthened those laws, given the clear threats we appear to be facing? The last two elections in 2019 and 2021 were the first times we had actually established a committee of senior officials to oversee and to ensure that there was no electoral interference, and in the case that there was to deal with it and to share that with Canadians. We have taken significant measures to strengthen the integrity of our elections processes and our systems, and we'll continue to invest in the fight against election interference, against foreign interference of our democracies and institutions. Unfortunately, we're seeing the countries, state actors from around the world, whether it's China or others, are continuing to play aggressive games with our institutions, with our democracies, and that's why we are creating new tools to be able to support them. We are constantly working with our intelligence committees and officials, and we've created, as you know, specific Intelligence and National Security Committee of parliamentarians that are engaged in these issues and others to ensure that we are able to deal with more threats in the future. And we will continue to make the investments and changes necessary to both hold up our rights, our freedoms, and our values as Canadians, while keeping us safe from those who would do harm to those values and rights and freedoms. Related to that, the 2022 intelligence report asserts that the Chinese Communist Party is targeting Canadians, including covert forced repatriation operations by Chinese police. But Global News sources say that without foreign interference laws, those PRC intelligence operations will continue with no Canadian law to counter the incursions. Why has the government not implemented new hostile state activity laws to protect vulnerable Canadians, such as the Uyghurs and the Tibetans? There are already significant laws and measures that our intelligence and security officials have to go against foreign actors operating on Canadian soil. We will continue to make sure that they have the necessary resources, and we will continue to look at giving them more tools as necessary to both stand true to our values and ensure that Canadians are safe and protected. The world is changing, and sometimes in quite scary ways. And we need to make sure that those who are tasked with keeping us safe every single day are able to do that, and that's why we'll continue to invest in some of the tools and resources necessary to do that. We'll take one last question. For my colleague for CBC, there's one question about the COP27. Why are you not going? And in French and English, please. Canada will have a very strong delegation led by our very capable Minister of the Environment, Stephen Guilbeault, as well as our Ambassador for Climate Change. They will do the important work of highlighting Canada's leadership on a range of issues, including in putting a price on pollution. Putting a price on pollution globally is one of the things that Canada has been leading on since Glasgow last year, where I pushed very hard on that with other colleagues and other fellow world leaders. We're also going to be dealing with the issues of investments in the Global South to ensure that they're able to create more resilience through climate financing. Canada is doubling its commitment to climate finance, while at the same time we've worked with Germany, for example, to ensure that the world is hitting its target of $100 billion every year invested in climate finance. These are all things that Canada will continue to lead on at COP27. And while we're talking about COPs, I'm happy to remind everyone that this December, Montreal will be hosting the Nature COP, COP15,
on biodiversity. We'll gather people from around the world to talk about how we can make sure we're protecting biodiversity, protecting nature, to be able to not just fight against climate change, but continue to leave a resilient and better future for coming generations. Notre délégation à la COP27 va être menée par Steven Guilbeault, notre ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, qui va être accompagné par notre ambassadrice pour les changements climatiques. On va continuer le leadership du Canada en matière de mettre un prix sur la pollution à travers le monde, parce qu'on sait que c'est un des outils les plus importants pour livrer des réductions d'émissions et la lutte contre les changements climatiques tout en développant un monde meilleur et une prospérité économique, ainsi que les conversations très importantes sur le financement pour le développement, le financement pour les pays en voie de développement contre les changements climatiques. Le Canada a doublé jusqu'à 5,2 milliards de dollars notre financement pour le développement, en même temps qu'on travaille avec des partenaires comme l'Allemagne sur une initiative pour s'assurer que tout le monde fasse sa part avec 100 milliards de dollars investis à chaque année pour aider le Sud mondial à développer de la résilience contre les changements climatiques. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la période de questions. Maintenant, j'inviterai les participants à se diriger vers l'ouverture pour la nouvelle image de Moderna.